pense que c'est mieux peut-être celui avant. Oui. Des mots pour dire. Alors je vais tâcher de vous faire avec moi cheminer dans des mots qui nous sont habituels, ceux qui nous permettent de relater nos actions et qui ne sont pas toujours réfléchis comme ils doivent l'être. Je vais prendre un moment pour interroger nos pratiques à travers les mots qu'on utilise pour en faire le récit. Déconstruire pour reconstruire. Voilà pourquoi ça a commencé par quelques notes de Varèse. On commence. Non. Flèche droite. Flèche droite. À droite, d'accord. Alors d'abord la rencontre. La rencontre parent-enfant, la rencontre en détention. La rencontre initialement, c'est le déverbal, donc le substantif tiré du verbe rencontrer, un verbe belliqueux. C'est se préparer à l'attaque, être contre, du latin contra, faire face. Encontre, opposé, prêt à l'attaque. On disait de Chevalier Bayard qu'il était sans peur et sans reproche et prompt à la rencontre, à la confrontation. Rencontrer, c'est se préparer à guerroyer. Ça ouvre des perspectives nouvelles. Et puis le mot a donné d'autres substantifs, toujours chargés. Une malencontre, malencontreux, une mauvaise rencontre. Dans malencontre et malencontreux, il y a aussi l'idée d'un événement soudain. L'encontre, l'encontre à l'opposé. L'idée d'un face-à-face et l'idée de soudaineté sont au cœur de la notion de rencontre. Au cours du XVIe et XVIIe siècle, à l'époque où se fixe notre langue, la rencontre perd son acception belliqueuse au profit de l'idée de fortuit, de soudain, d'imprévu. La rencontre, c'est l'imprévu. L'imprévu qui est surprise, l'autre qui me surprend dans ce qu'il a d'original. On la trouve employée par Montaigne quand il parle de sa rencontre avec la Boétie. Dans un des articles célèbres de ses essais, il en fait même un événement mystique. Il rencontre la Boétie et est subjugué par sa rencontre. Ce qu'il y a de fort dans le texte de Montaigne, c'est l'aspect soudaineté. Il rencontre la Boétie et trouve un autre avec lequel il peut rentrer en communication parce qu'il est débarrassé de tout a priori, de tout préjugé. La Boétie et Montaigne se retrouvent et se rejoignent puisque chacun, à sa manière, a mis toute son énergie à fissurer les préjugés, à fissurer les a priori, à penser les prépensés afin de ne pas en être victime. Ils se rencontrent puisqu'ils se voient en dehors de toute anticipation. C'est ça la rencontre. La rencontre, c'est être saisi par ce que l'autre a d'original, de spécifique. Ne pas l'enfermer dans des a priori, dans des prépensés, dans des préjugés. La rencontre, c'est la vision de l'autre dans ce qu'il a d'unique. La rencontre, c'est l'altérité. Il ne suffit pas d'être en contact avec l'autre pour le rencontrer. Il ne suffit pas d'être en visite auprès de son parent pour le rencontrer. Rencontrer, c'est se laisser surprendre par une originalité, une spécificité, ne pas enfermer l'autre dans une image et dans des traits construits sur des a priori.
Une rencontre repose sur une intrigue. On peut connaître depuis longtemps, depuis toujours, une personne et ne la rencontrer jamais. On peut quelquefois être intrigué, surpris, par un trait qu'on ne lui connaissait pas, par une émotion dont on ne la sentait pas capable. Tout d'un coup, on est intrigué. C'est cette intrigue qui nous fait diluer, dissoudre un peu de nos a priori, qui nous permet de résorber ce que nous avons tous tendance à faire, réduire l'autre au même, c'est-à-dire ne voir jamais en lui qu'une projection de soi. C'est ce qu'explique Lévinas, le père de l'éthique moderne. Dans la rencontre, il y a une révélation, la révélation de l'altérité. Ça constitue le fondement de l'intuition morale dont parle Lévinas. Dont parlent Lévinas et dont parlent les phénoménologistes. Ce n'est pas simple de rencontrer autrui, ce n'est pas simple de rencontrer son parent quand on en est l'enfant. Alors, je ne vais pas vous les lire, mais elles sont très belles. Je vous laisse les lire et les découvrir. C'est quelques propositions de Lévinas. Elles sont au cœur de tout ce qui nous motive à aider à la rencontre d'un enfant et de son parent. Ça ne va pas de soi. Il ne suffit pas simplement qu'ils se visitent pour qu'ils se rencontrent. Il faut qu'ils se conçoivent tout à la fois dans une asymétrie et dans une altérité. Il ne suffit pas d'être en contact pour qu'il y ait une rencontre. Un lien psychique et imaginaire unit l'enfant à son parent et entrave leur rencontre. Je suis frappé de voir le nombre d'auteurs qui ne cessent de raconter combien il leur a fallu quelquefois des lustres, des années, des décennies, la fin même de leurs parents pour les rencontrer. J'en veux deux témoignages que je trouve assez bouleversants. Vous les avez peut-être lus. Fernandez, la rencontre de son père, un homme qu'on pouvait juger méprisable puisque censé être partisan de Vichy, mais qui d'un autre côté était un intellectuel surprenant. Il a fallu tout un cheminement à son fils pour qu'il le rencontre, mais bien après qu'il soit parti. Un autre témoignage encore plus fort et plus bouleversant, celui du professeur Axel Kahn, dont le père s'est suicidé. Il a fallu longtemps pour qu'il rencontre son parent. Il faut peut-être toute l'enfance pour qu'un enfant rencontre son parent. Il faut beaucoup de temps aussi pour que le parent rencontre son enfant, puisque chacun s'enferme dans une représentation imaginaire. Le parent a un projet pour son enfant, il le façonne, il le modèle en fonction d'un désir dont il n'a pas tout à fait le secret, mais qui est très fort en lui et très enraciné en lui. L'enfant se construit à partir d'une représentation imaginaire et ils sont quelque temps à se méprendre sur ce qu'ils sont. Ils sont quelque temps à se méprendre sur ce qu'ils rencontrent. Ils sont quelque temps inconscients de ce qui les oppose et de ce qui les fait différents. Il faut que soit s'érige entre eux une altérité qui ne va pas de soi. Le mot relation, à l'opposé de rencontre, le mot relation, c'est le récit, la représentation que je me fais de l'autre avec lequel je suis en contact. Relation, c'est le substantif tiré du verbe relater. C'est le déverbal du verbe relater. La relation, c'est toujours une construction pyrandélienne qui oppose au moins 4 personnages, les deux qui se font face et les deux représentations que chacun a de l'autre. Dans la relation, l'autre auquel je m'adresse a son double, le double dans lequel je l'enferme, l'image que je m'en fais. Et finalement, il agit, il réagit, non pas toujours en fonction de ce qu'il est, mais en fonction de ce qu'il perçoit
de l'image que je lui donne. C'est un jeu de miroir à 4. Chacun d'entre nous est souvent déterminé dans la manière dont il se comporte par ce qu'il perçoit de ce qu'on projette sur lui, ce qu'il perçoit de l'image qu'on lui donne. Alors tout ça rapporté à la question de la visite de l'enfant éloigné de son parent. Ces rencontres, ces relations très fortes, très denses, très chargées, très anciennes, qui donnent lieu à des visites au cours duquel il y aura parfois rencontre, au cours duquel il peut ne pas y avoir rencontre, au cours duquel on doit nous aider à ce qu'il y ait rencontre. Quels sont les enjeux? Quelles sont les limites? Jusqu'où? Pourquoi agir? Il faut d'abord comprendre quels sont les liens qui tissent parents et enfants du côté de l'imaginaire, ce pourquoi ils sont l'un et l'autre figés dans une représentation de l'autre qui est étranger à cet autre. Pourquoi l'enfant se bâtit une représentation de ses parents indépendamment de ce que ses parents sont. Pourquoi l'enfant a très fort en lui, pourquoi nous avons très fort en nous une représentation profonde de ce que sont nos parents, qui peut être très éloignée de ce qu'ils ont été réellement. D'où nous vient cette force, cet imaginaire, cette façon de contenir le parent dans une représentation qui, quelquefois, lui est à ce point étrangère qu'elle l'effraie. Vous avez certains parents qui perçoivent l'image dans laquelle l'enfant les enferme et qui en sont effrayés. C'est l'une des causes majeures de la maltraitance. C'est le désespoir qu'ont certains parents de ne pas être à la hauteur de l'image que leurs enfants s'en font. Mais d'où vient cette image? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre histoire, dans l'histoire de l'enfant, l'agir précède l'être. C'est un point important en philosophie. Le premier à le soulever n'est pas Hegel, comme on le croit, c'est Arthur Schopenhauer. L'opérer précède l'essayer. L'agir précède l'être. Et bien dans notre construction psychique, il en va de même. Avant de percevoir nos parents, nous avons perçu leur manière de faire. L'enfant ne perçoit pas sa mère. Quand on parle de mère, on fait un abus de langage. À l'époque où on en parle, quand il est tout petit, quand il a quelques jours, il n'est pas capable de s'identifier lui-même. Comment pourrait-il identifier la mère? Il perçoit un agir. Le petit homme à la naissance, je vous le rappelle, c'est d'abord une extraordinaire cassure, clivage, opposition entre des capacités sensorielles considérables et une incapacité motrice tout à fait étonnante quand on la rapporte à ce dont sont capables les autres mammifères. Le petit homme est un infirme. Par contre, il perçoit plus qu'on imaginait qu'il pouvait percevoir. On disait il y a 30 ans qu'il ne percevait que le bleuté. On sait qu'il perçoit les couleurs, qu'il voit mieux que nous, mieux que moi, c'est certain, qu'il voit à 5 cm, qu'il entend, qu'il a le toucher, qu'il a le goût, qu'il a l'odorat. Tous ces sens sont en activité. Ils sont dans le genre humain considérables. Nous n'avons pas les performances du chien au niveau de l'odorat. Nous n'avons pas les performances du faucon au niveau de la vision. Mais ce qui nous caractérise, c'est que nous avons un spectre de performance dans tous les champs sensoriels qui est relativement considérable. On perçoit et on sent beaucoup de choses. À la naissance, on n'a aucun moyen d'agir. Il va avoir tendance, ce petit homme, à être submergé par toutes ces stimulations, ces sensations qu'il n'est pas capable de se représenter, qu'il n'est pas capable de nommer, dont il ne peut pas se faire une image. Il ne peut même pas les organiser dans des contenus qui les opposent les uns aux autres.
Il n'y a pas à cette époque la capacité d'objectiver le monde. Il n'y a qu'un ensemble de stimulations, de sensations qui peuvent être de l'intérieur ou de l'extérieur, il ne les situe pas. C'est terrible ce chaos. Et pour y survivre, il a tendance à s'enfoncer, à s'enliser dans le sommeil. C'est ce que raconte Margaret Mahler. Il a naturellement tendance à s'endormir. Et puis il va sortir du sommeil en se liant à une zone du monde qui l'apaise. Puisque ce qu'il perçoit de ce chaos, c'est qu'en contact avec une partie de ce monde, le chaos est moins douloureux. Il est soulagé des tensions, de certaines de ces tensions, de la faim, de la soif. Et il va se coller à ce fer qui le soulage. Voilà comment naît la symbiose mère-enfant. C'est le collage à un fer qui le détend, qui le soulage, qui apaise ses tensions intérieures. L'enfant réagit au fer maternant avant d'identifier le sujet maternel. La mère des origines dont on parle n'est pas la mère sujet, c'est la mère fer. C'est la mère qui est faite de tous les fers auprès de l'enfant. Plus l'on met de fer humain, humanisé auprès d'un tout petit, plus on enrichit sa représentation maternelle. D'ailleurs, il y a une idée absolument absurde, et celle de penser qu'on diminue la mère en lui mettant d'autres auprès d'elle pour faire. On enrichit la mère. La mère s'enrichit des fers maternants. Plus ils sont nombreux autour de l'enfant, plus s'enracine en lui une représentation de mère satisfaisante. Il y a une seule certitude quand on relit les études épidémiologiques, c'est que le seul risque majeur de trouble de la relation mère-enfant, c'est l'isolement des mères. C'est un point sur lequel on s'accorde. La qualité des soins prodigués va permettre à l'enfant de sortir de son autisme initial, va lui permettre de s'ouvrir au monde, d'être un peu plus présent au monde. Et là, il va se passer quelque chose d'absolument fabuleux, c'est qu'il va pouvoir lier les sensations qui sont les siennes à des émotions qui lui sont manifestées par ceux et celles qui s'en occupent. L'émotion n'est pas la sensation. L'enfant a des sensations à l'origine, il n'a pas d'émotion. L'émotion, c'est une interprétation de la sensation, comme l'écrivait Darwin. D'ailleurs, ça a tellement été méconnu, cette différence, qu'on a négligé quelquefois la douleur chez le tout petit parce qu'il n'avait pas d'émotion douloureuse. Il a fallu attendre les travaux d'Annie Picard-Gauvin dans les années 85 pour réaliser qu'un enfant pouvait sentir la douleur sans avoir d'émotion douloureuse. L'émotion, c'est un récit déjà que l'on se fait. Il n'en a pas. Mais il va pouvoir associer les émotions qu'il éprouve, les sensations qu'il éprouve, aux émotions qu'on manifeste. Et la mère lui sert de miroir. Ce qu'il perçoit, il le met en relation avec ce qu'il perçoit de la mère qui réagit comme lui à ce qui l'entoure. C'est sur ce mécanisme que s'amorce la pensée. La pensée vient aux enfants de la manière suivante. J'ai essayé un petit schéma, j'espère qu'il est assez clair. L'enfant perçoit un serpent. Il n'a aucune émotion particulière, aucune appréhension. C'est neutre, un serpent. Il n'a pas encore lu la Genèse. Mais sa mère l'a lu. Ça fait 2000 ans qu'elle le lit. Et donc elle est effrayée par le serpent. Et lui va associer
l'émotion maternelle à la figure du serpent, associer une image à une autre, mettre en lien une image avec une autre, c'est l'amorce de la pensée. Penser, sous-peser en latin, mettre deux choses en lien, comparer l'une et l'autre. Dans le regard de sa mère, qui regarde le monde dans lequel il évolue, l'enfant met en relation des émotions et des sensations. C'est de là que germe la pensée. Le monde s'organise à partir de cette mise en relation. Avec la pensée s'amorce dans la vie psychique quelque chose d'essentiel, la dimension intersubjective. Nous avons besoin d'autrui pour comprendre ce qui nous arrive et ce qui nous entoure. C'est dans la relation à l'autre que je deviens intelligent de ce que je suis, autant que de ce que le monde peut avoir de sens et de signification. J'ai besoin de la relation à l'autre pour avoir conscience de moi. La conscience de soi est subséquente à la relation à autrui. D'ailleurs, quand je veux échapper à la conscience mauvaise, à la mauvaise conscience, je me replie, je m'enlise, je m'enterre. Je veux couper le contact à autrui, puisque le contact à autrui, c'est toujours un contact à soi. L'enfant n'est pas une pâte molle. Il va penser à partir de cet environnement, à partir de ce monde qui l'entoure et qui l'enveloppe, mais il réagit à ses parents en projetant sur eux des besoins, des manques, des frustrations, au regard desquels il leur attribue un rôle. Et les parents s'adaptent à ce que l'enfant est capable d'attendre de leur manifester. Vous avez certains enfants qui naturellement ont plus d'attentes que d'autres. Vous avez des enfants qui réagissent avec plus de force à l'absence du parent. Ça façonne le parent autant que ça façonne sa réaction. Le parent n'est pas toujours celui qui modèle l'enfant, au contraire de ce qu'il imagine. Il a réagi à l'enfant. C'est dès la naissance une relation. C'est une construction plus complexe qu'un simple façonnage ou conditionnement. Comme toutes les relations à l'enfant délimitent un espace intersubjectif à partir duquel l'action et les intentions de l'un sont déterminées et simultanément déterminées par l'agir et les intentions de l'autre. Cet espace intersubjectif constitue le lien psychique qui unit à leur insu l'enfant et le parent. L'enfant a une construction interne. La mère initiale, la mère archaïque, elle est l'écho des besoins qu'il a, bien davantage que ce que la mère a pu être. Le père est une construction aussi pour l'enfant qui apparaît et qui est indépendante de la figure du père réel. En fonction de ses ancrages importants imaginaires, il a des attentes vis-à-vis de ses parents. Les parents réagissent non pas uniquement en fonction de l'enfant, mais en fonction de ce que l'enfant attend d'eux. Et inversement, le parent a une représentation de l'enfant, une représentation dans laquelle il l'enferme, dans laquelle il lui attribue un rôle, une signification, et l'enfant doit faire avec ce qui lui est dit de ce qu'il est. Chacun est un peu l'auteur de l'autre. Chacun se fait récit, d'où le terme relation,
de ce que l'autre attend de lui. Et ce récit peut quelquefois être bloqué, peut quelquefois être maladroit, peut quelquefois être troublé. Quand le récit est troublé, on est dans le champ de la psychopathologie au sens propre, pathologie, pathos logos, maladie du discours. C'était le contexte général. Qu'en est-il de la question de l'enfant éloigné de son parent incarcéré? Rapporté à cette dynamique de la relation qui lie naturellement enfant et parent, que peut-on dire de celle qui lie spécifiquement les enfants et les parents dès lors où ils sont éloignés par la détention, par la prison? D'abord, il faut rappeler cette évidence. L'incarcération d'un parent n'est pas une maladie infantile. C'est un épisode de vie qui, du point de vue de son impact psychologique, revêt des formes nombreuses, lourdes, légères, passagères ou durables, mais en aucun cas il nous est permis de prédire le pire. L'incarcération n'est pas un facteur en soi pathologique rapporté à l'enfant. On n'a pas le droit de le prédire d'un point de vue éthique, il est grotesque de le soutenir du point de vue psychologique. Il faut même être clair, l'incarcération d'un parent peut dans un grand nombre de cas être une chance pour son enfant. Je suis désolé de dire ça, mais il y a un bon tiers de détenus dont les enfants, que les enfants gagnent à avoir, à ce qu'ils soient détenus. Je parle bien sûr, on parle des mauvais parents, des parents violents, des parents agresseurs, on a cela en tête, mais il y a aussi les parents toxicomanes qui peuvent faire et entraîner leurs enfants dans des errances folles dont ils sont dégagés quand le parent est détenu. Dans un certain nombre de cas, la détention d'un parent, c'est une chance pour un enfant. Donc on n'a pas le droit de prédire le pire. On n'a pas le droit de prédire le pire. Et d'ailleurs, c'est absurde. C'est absurde parce qu'à le faire, on le provoque. Toute prédiction est cause de sa réalisation, disait Aristote. On a tendance à grossir les maladresses quand on suggère à ceux qui sont confrontés à une difficulté qu'ils n'auront pas les moyens de la surmonter. Il ne faut pas figer l'enfant dans une idéologie du malheur. C'est le premier élément qu'il faut avoir en tête. On doit refuser de faire de l'enfant, le détenu, une victime. Il a une épreuve. Ce n'est pas une épreuve qui rend malade. Il doit être soutenu. Il ne doit pas être guéri. Je dis ça parce que, clinicien de l'enfant, je vois des enfants qui se portent mal. Mais les enfants qui se portent mal sont souvent des enfants tristes, mais qui n'ont aucune raison de l'être. Les enfants qui réagissent violemment, avec tristesse, avec abattement ou avec agacement, mais quand une chose justifie qu'ils soient agacés, qu'ils soient tristes, ne se portent pas mal. Ils réagissent à une situation qui leur est intolérable. L'enfant qui va mal, c'est celui qui manifeste de la tristesse, de l'abattement, de l'excitation, alors que rien ne justifie qu'il en manifeste. Pourtant, il y a une exposition à des risques en détention qui peuvent fragiliser. Déjà, il faut rappeler que l'éloignement entrave le processus psychique de séparation. La séparation, c'est un processus psychique, ce n'est pas un phénomène
physique. Il faut parler d'éloignement. On devrait réserver le terme de séparation à un long mécanisme par lequel l'humain est capable de s'éloigner sans perdre. S'éloigner sans perdre, c'est tout ce que va permettre la rencontre de l'enfant et du parent. Quand l'enfant a rencontré son parent, et il faut toute l'enfance pour qu'il le rencontre dans son originalité, il est capable de s'en éloigner. Ben là, sans avoir le sentiment de le perdre, il est capable de s'en séparer. C'est tout l'enjeu de notre action, pouvoir faire en sorte que l'éloignement de l'enfant et de son parent incarcéré n'entrave pas le processus de séparation, permettre à l'enfant de se séparer psychiquement de son parent. C'est ça la mission du relais. Ça peut paraître paradoxal, ça ne l'est pas. Ça n'est pas davantage contradictoire, c'est simplement de la rigueur tant qu'au mot. Il y a des choses qui entravent l'enfant dans la séparation du fait de la détention. Il y a des troubles qui apparaissent, mais qui ne sont pas des troubles chez l'enfant ou chez le parent, qui sont des troubles de la relation qui les lie. On n'a pas le droit de prédire le pire aux enfants éloignés de leurs parents incarcérés. Par contre, on peut toujours estimer qu'il y a un risque majeur d'exposition à des troubles de la relation enfant-parent du fait de la détention. C'est la relation que l'enfant a avec son parent qui peut être entachée, qui peut être abîmée, durablement abîmée. Ça n'entravera pas nécessairement la vie psychique de l'enfant. Vous avez des enfants, des adultes qui ont cru, grandi, qui se sont développés avec des relations délétères avec leurs parents. C'est une réalité. C'est préférable qu'on ait de bonnes relations avec ses parents, mais ce n'est pas un facteur suffisant pour faire une vie psychique épanouie en tant qu'adulte. Par contre, la relation peut être totalement délétère, peut être totalement douloureuse à l'enfant et aux parents, et c'est ce qu'on doit avoir à l'esprit. Il nous faut une attention à la relation enfant-parent plutôt qu'une attention à l'impact psychique de la prison sur l'enfant. Qu'est-ce qui rend difficile aux parents la relation à son enfant? Qu'est-ce qui rend à l'enfant difficile le contact à son parent en détention? Il y a deux choses, quels que soient les contextes qui ont amené à l'incarcération qu'on doit avoir à l'esprit, c'est les conduites appropriatives. Le parent s'approprie l'enfant. Vous l'avez dit, dans les visites, il a tendance à attendre beaucoup, il dit beaucoup de ses plaintes et est très peu attentif à ce qu'on peut lui raconter. La détention, c'est un gros problème, ça. C'est même un problème fondamental qui nous est posé à tous en tant que citoyens. C'est que la détention sur une longue période convainc les détenus qu'ils sont des victimes. Et ça, c'est délétère pour ce qu'il est nécessaire de rétablir en eux. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire parce que c'est le mot qui me semble le plus adapté, mais la capacité à une conscience morale. On ne peut pas ériger une conscience morale sur le parti pris d'être victime. Et la détention crée de la victimisation. Quand on est victime, on se plaint, et on se plaint aveuglément, et on se plaint à l'enfant qui vient. Ça va casser l'asymétrie sur laquelle sont fondées les relations enfant-parent, cette asymétrie nécessaire à ce qu'ils se rencontrent, si j'en crois Lévinas. L'asymétrie, c'est le fait que le parent peut considérer qu'il reçoit de son enfant, mais considère toujours qu'il a davantage à donner à son enfant qu'il n'est en situation d'en attendre quelque chose. C'est le sentiment d'en être responsable. Mais revenons sur les conduites appropriatives. Les conduites appropriatives entre le parent et son enfant. 3 occurrences exacerbent
ces conduites appropriatives, cet agrippement du parent à l'enfant qui le visite. Étonnamment, l'insuffisance d'investissement narcissique. Vous avez des parents qui conçoivent leur enfant comme une propriété plutôt que comme un prolongement. Quand on conçoit son enfant comme une propriété plutôt que comme un prolongement, vous savez la phrase d'Anatole France, « L'homme a deux vies, la sienne et celle de son fils ». C'est une belle expression. Mais certains conçoivent que c'est la même, que ce n'est pas deux vies. Quand on est dans l'appropriation narcissique plutôt que dans le prolongement, c'est un trouble, mais c'est terrible pour l'enfant. Vous avez l'hypertrophie de l'investissement imaginaire, le sentiment que l'enfant est déterminé par l'intention qu'on a. Il n'a pas de pensée propre. Il est ce qu'on pense qu'il est. Il pense ce qu'on pense qu'il pense. Il aime ce qu'on pense qu'il aime. Il est enfermé dans la représentation figée qu'on peut en avoir. C'est extrêmement douloureux aux enfants de se sentir envahis de l'intérieur. On a tous tendance, en tant que parents, à faire et à dire des bêtises qui laissent penser à nos enfants qu'on pourrait être dans leur tête. Quand on dit à un enfant « mange, c'est bon », on n'en sait rien. Il faut attendre qu'il nous dise si ça l'est. Mais si on lui dit « mange, c'est bon », si on ne fait que cela, c'est pas très grave. Il comprendra aisément qu'on n'est pas dans sa tête. Mais si on est constamment à projeter sur lui ce qu'on a en soi de façon systématique, sans aucune espèce d'attention à ce qui peut l'écarter de ce que l'on pouvait prédire de ce qu'il est, là ça devient terrible. L'enfant n'a d'autre recours que de se mettre à s'agiter beaucoup, à vouloir. Peu importe ce qu'il veut, il veut simplement s'assurer qu'il est maître chez lui et qu'il est maître dans sa tête. Les enfants qui disent vouloir des choses et ne pas s'intéresser à ce qu'ils veulent simplement s'assurer qu'ils sont maîtres dans leur tête. Vous avez enfin, dans la difficulté, et là c'est important, des tensions, de l'appropriation, celles qui sont subséquentes à la capacité qui existe en chacun d'entre nous que de relier l'enfant à un autre que nous. C'est parce que nous avons voulu un enfant pour un autre, pour notre compagne l'a voulu pour nous, mais nous l'avons voulu aussi pour nos parents, pour nos grands-parents, pour tous ceux qui nous ont précédés, pour la communauté. C'est parce que nous sommes capables de relier l'enfant à un autre que nous renonçons à nous y agripper. Le problème de la détention, ça il faut le dire, c'est qu'elle n'est pas à l'image de la société en général. Le public détenu est un public qui est particulièrement marqué du point de vue social et généralement en errance au niveau de ses appartenances. Si l'on a peu d'appartenance, il n'est pas facile d'accrocher son enfant à un autre. Et si on ne l'accroche pas à un autre, ou si on l'accroche avec difficulté, on a tendance à s'y approprier. Voilà les trois facteurs qui conduisent au risque d'appropriation en détention. Je vais passer sur celle-ci quand même. Les conduites appropriatives, c'est un élément majeur qu'on doit éviter dans la rencontre enfant-parent. Il ne faut pas laisser l'enfant envahir, le parent envahir son enfant. Il y a un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'évitement des risques de parentifier l'enfant. C'est-à-dire que le détenu qui se sent victime, qui se sent malheureux, qui est aussi dans une situation particulière, parce que dans tous les milieux fermés ou de milieux de coercition, quels qu'ils soient, en fait, pour supporter la proximité de l'autre, on est obligé de ritualiser son contact à autrui. Il est frappant de voir en détention plus aucune surprise, il n'y a plus de rencontres, parce que les relations sont
totalement stéréotypés. Ils se disent bonjour de la même manière, ils s'accolent, ils s'interpellent de la même manière. Tout est codifié parce qu'il y a trop de proximité pour laisser place à de l'intimité. Trop de proximité tue la capacité de partager l'intimité. S'il n'y a pas de partage d'intimité, il y a naturellement un réflexe d'agrippement à ceux qui viennent vous visiter. Et le parent attend beaucoup de ceux qui viennent et beaucoup de son enfant. L'enfant va pouvoir le détendre, le soulager. L'enfant va pouvoir lui permettre une brèche dans la cuirasse qu'il se façonne, qui est salutaire, mais l'enfant sent confusément que son parent a besoin de lui. Et ce parent qui a besoin de lui a tendance à le lui dire, que son état, que son humeur est aussi dépendante de la qualité du contact qu'il a avec lui. L'enfant n'a pas besoin qu'on lui dise, il peut entendre sans qu'on lui dise, il peut simplement voir et se sent tout d'un coup responsable de l'état de son parent. Ce sentiment de responsabilité de l'état de parent qui n'est pas systématique, mais qui arrive trop souvent, est totalement délétère dans la construction de la relation enfant-parent. De risques, de troubles, de perturbations auxquels l'incarcération expose, l'agrippement et la parentification. Parents et enfants, en détention, peuvent se visiter et rarement se rencontrer, du fait de ces rôles qui s'assignent, de ces difficultés auxquelles l'incarcération expose en dehors de tout contexte. Les relations enfants-parents peuvent se figer en détention. Elles peuvent s'alourdir. Elles peuvent se détériorer durablement. D'ailleurs, on imagine souvent qu'après la détention, les choses se passent bien. Mais il n'est qu'à voir la littérature. Le plus souvent, ça se passe mal. À la libération, le retour du parent n'est pas la période heureuse et épanouie qu'on imagine. Ça se passe avec difficulté. Il est difficile à chacun de retrouver des marques qui lui soient propres. Leur relation a été profondément maltraitée, abîmée en détention. Il faut prévenir ces difficultés. Pour le faire, il nous faut un agir, une pratique, mais il nous faut aussi essentiellement une éthique. Pour aider à la rencontre, pour ne pas que la relation se fige, pour permettre à ce qu'elle évolue, il faut nous-mêmes y être prêts à cette rencontre. Et la première des exigences que nous avons, des exigences éthiques, c'est de ne pas réduire l'enfant à un agent de réinsertion de son parent. Nous ne devons pas missionner l'enfant au bien-être de son parent. C'est pourquoi on vous disait, à Melun, je crois, qu'il n'était pas bon toujours d'amener un enfant en détention. Quand on sent qu'un parent va très mal, eh bien il faut quelquefois dire justement s'il va très mal, s'il est vraiment très déprimé, il n'est pas opportun qu'il rencontre son enfant. Il faut savoir mesurer ces agrippements, il faut savoir apprécier qu'à trop mettre en contact, de le faire aveuglément, on détériore durablement la relation. Si on veut la maintenir, lui permettre d'être mobile, d'être dynamique, de ne pas se figer dans des modalités qui soient douloureuses à l'un ou à l'autre, il faut savoir suspendre les contacts. Il faut se rappeler aussi, c'est la deuxième exigence éthique, que l'intérêt de l'enfant ne se dissout pas systématiquement dans celui de sa famille. On a tendance à oublier
l'histoire des mots, c'est bien dommage, parce que, vous savez, les mots pensent à notre insu, disait Roland Barthes dans son discours inaugural au Collège de France. Les mots façonnent, nous guident, c'est des sentiers que l'on emprunte sans le savoir et ils nous conduisent sans que l'on sache à un but qu'ils ont déterminé pour nous. Famille, familus, servitude. C'était ça la famille. La famille, c'est une série d'obligations nécessaires, de servitudes. Le mot peut paraître étrange, mais nécessaires, sans lesquelles on ne peut pas se construire, mais servitude. Cette servitude, ces obligations, obligare en latin, quelquefois, c'est des colligare, c'est des chaînes. On doit permettre les obligations, mais pas permettre les chaînes. Et il y a des chaînes qui sont quelquefois très compliquées. Et on doit avoir une vision quand même très dubitative, très en retrait. On ne doit pas dissoudre l'intérêt de l'enfant dans celui de sa famille. Il est quand même quelquefois étonnant qu'on mène un enfant tous les 15 jours, pendant des années, en visite au parloir, parce qu'il faut qu'il rencontre son père détenu, qu'on lui fasse faire le tour des établissements, parce qu'il faut et il doit se falloir, il doit, c'est quand même absolument détestable pour l'enfant. Là aussi, ça détériore pour longtemps la relation qu'il pourra avoir, lui, en tant que sujet, à son parent. C'est pourquoi aussi on doit être attentif à ne pas laisser nos actions se réduire à une action de soutien aux détenus, il n'en est pas question, mais se réduire aussi à une action de soutien aux familles de détenus, il n'en est pas question. On est une action de soutien et d'été à la relation enfant-parent. À côté de ces principes éthiques, je vais m'arrêter un instant pour conclure sur... Je suis désolé, c'est peut-être un peu dense et hard ce que je dis, mais ça me paraît essentiel. Sur des principes techniques. Accompagner l'enfant en détention. Comment peut-on aider à ce que la visite devienne une opportunité de rencontre? Comment peut-on aider à dégager la relation de ce qu'elle peut avoir de figé et de troublé? Comment peut-on l'aider en suscitant une rencontre? Ça n'est possible qu'à exercer soi-même une relation tiers. Comment dégager l'enfant et le parent des préjugés que l'un et l'autre, dans lequel l'un et l'autre enferment le parent, l'enfant, l'enfant, le parent. Si une visite n'est pas suffisante pour faire une rencontre, comment peut-on aider à ce qu'il y ait rencontre? C'est tout la dynamique du rôle qui est le nôtre. Cette aide ne peut être apportée qu'à deux conditions. L'intervenant doit se débarrasser de ses pensées a priori. Il ne faut pas de préjugés. Il faut essayer le plus possible de se débarrasser de toutes les idées dans lesquelles on peut, les opinions dans lesquelles on peut enfermer celui qui nous est opposé. Éviter un préjugé, c'est pas nécessairement oublier ce que les gens ont pu faire. Parce que ça, c'est le plus sûr moyen de les avoir en soi à notre insu. Éviter les préjugés, c'est pas vouloir les enfuir, c'est au contraire les faire remonter pour pouvoir s'en débarrasser. Quand je rencontre quelqu'un dont je sais qu'il a eu un comportement abominable, je ne peux pas étouffer le préjugé.
je ne peux que le faire remonter. Le préjugé qui consisterait à l'enfermer dans l'acte qu'il a commis. Il y a des actes monstrueux, mais il est éthiquement insupportable d'enfermer un sujet dans l'acte quel qu'il ait été. Mais naturellement, je le fais. Quand je sais que quelqu'un a commis un acte monstrueux, j'ai tendance naturellement à l'y allier, à l'y réduire. Il me faut un effort pour supporter ce préjugé, m'en débarrasser. Et la seule manière de m'en débarrasser, c'est de le faire remonter. Quand je suis capable de dire à quelqu'un que l'acte dont il est l'auteur est un acte qui m'est insupportable, je lui laisse la possibilité de s'y mettre à distance. Les préjugés, on ne s'en débarrasse pas en les étouffant, mais en les faisant remonter. Ensuite, quand on s'est débarrassé des préjugés qu'on pouvait avoir vis-à-vis du parent détenu, quelquefois aussi vis-à-vis de l'enfant, bien que ce soit plus rare, mais on a des préjugés aussi vis-à-vis des enfants. Quand on pense que naturellement ils sont agités, on a tendance à ne pas s'attarder à leur comportement, parce qu'on se dit, là il est moyennement agité, c'est encore un état normal. On oublie que intervenir sur une agitation quand elle commence, c'est s'assurer plus sûrement de la contenir que vouloir le faire quand elle a progressé. Mais si on se fait de l'enfant l'idée qu'il est un agité, on intervient toujours trop tard. Donc il faut beaucoup d'attention sur ce que l'on pense et préjuge de l'enfant autant que du parent. Mais pour l'enfant, c'est quand même plus facile. Ensuite, il nous faut reformuler ce que le parent et l'enfant peuvent s'adresser sans vraiment tenir compte de ce que l'autre peut être véritablement. Vous avez des parents qui s'adressent à leur enfant sans tenir compte de ce qu'il est. Et vous avez des enfants qui s'adressent à leurs parents en négligeant ce qu'il peut être tout à fait. Et bien dans ces cas-là, il faut reformuler. Il faut reformuler le propos de l'enfant, reformuler le propos du parent pour savoir, en le reformulant, mettre l'enfant à distance de son propos pour qu'il réalise tout ce en quoi il pouvait être étonnant, tout ce en quoi il pouvait être surprenant, tout ce en quoi il pouvait être critiqué. Ça lui permet d'entendre ce en quoi il enfermait son parent. L'enfant a besoin de savoir comment nous réagissons à ce qu'il se dit de son parent. Il se construit une représentation de son parent, non pas en fonction du contact immédiat qu'il a avec lui, mais en fonction de ce qu'il perçoit, de ce que nous en percevons. Ça peut vous surprendre, mais c'est essentiel. Je vous en donne un exemple, il est ordinaire. Combien de fois j'ai entendu des volontaires me dire « il s'est passé une chose étonnante ce jour-là ». L'enfant a posé la question de savoir pourquoi son père était en détention. Son père est meurtrier de la mère, son père a violé sa belle-sœur, sa demi-sœur, son père a fait quelque chose de terrible. Et là, ce jour-là, l'enfant a décidé de lui poser la question. Et le parent a répondu autant qu'il le pouvait. Et le volontaire a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel entre l'enfant et le parent. Mais ce n'est pas entre l'enfant et le parent qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel. C'est entre l'enfant et l'intervenant. L'enfant a toujours su pourquoi le parent était en détention. Il a toujours senti les difficultés du parent à pouvoir dire ce pourquoi il était en détention. Mais ce qui le préoccupe, c'est savoir comment celui qui l'accompagne juge le parent. Comment celui qui l'accompagne apprécie l'acte de son parent. Si celui qui l'accompagne va enfermer le parent pour toujours dans son acte ou au contraire supporter qu'il puisse s'en distancer.
L'enfant n'est pas attentif à la réponse que le parent lui fait, mais au regard que l'accompagnant porte sur la réponse que le parent lui fait. C'est dans le regard de l'intervenant que l'enfant prend quelque chose d'une signification possible qu'il peut attribuer à l'acte de son parent. L'acte, il a besoin de s'en dire quelque chose, mais il peut s'en dire quelque chose qu'à partir d'un reflet, d'une image qui lui est restituée par celui auquel il fait confiance. Il faut du temps pour que la question vienne, il faut tout le temps d'une relation qui se tisse entre intervenant et enfant. Et quand elle s'est tissée, quand elle a mûri, l'enfant se sent tout d'un coup suffisamment fort pour attendre quelque chose de précieux de celui qui l'accompagne. Celui qui l'accompagne va pouvoir donner, lui montrer une intonation, un étonnement, qui va tout d'un coup lui dire que pour toujours son parent est enfermé, ou peut-être pas, que son parent a été bien, en pouvant lui dire ce qui était très difficile à dire, mais se faisant s'y mettre à distance. Et le plus souvent, l'enfant est tellement pertinent qu'il adresse cette question aux parents que quand il sent que l'intervenant est capable d'empathie vis-à-vis du parent. C'est ça, c'est ces moments tout à fait précieux qui font qu'une visite devient une rencontre. Ça ne se passe pas dans les mots, ça se passe dans les regards qui se croisent entre le parent, l'enfant et l'intervenant. L'intervenant n'est pas un accompagnant simplement qui fait le taxi, il a un rôle tout à fait essentiel. Il est un élément moteur de la rencontre sans laquelle il n'y a pas de relation qui ne se fige sur des modalités périlleuses, des modalités douloureuses. On doit éviter que les relations enfant-parent ne se figent sur des modalités douloureuses. On doit permettre la rencontre parent-enfant. C'est beaucoup plus qu'un simple accompagnement. L'accompagnant aide à faire une visite, une rencontre. Voilà.